Donc pour commencer par des définitions, qu'est-ce que l'épilepsie? Donc l'épilepsie, c'est une répétition de crises convulsives. Et qu'est-ce qu'une crise convulsive? C'est la survenue brutale d'une décharge électrique excessive de neurones cérébraux. Il s'agit donc d'un phénomène électrique qu'on mesure grâce à l'électroencéphalogramme et qui peut s'accompagner de manifestations cliniques qui sont visibles ou non visibles. On parle alors de crises infracliniques. Pour schématiser, on distingue classiquement les crises généralisées qui concernent une décharge d'emblée de l'ensemble du cerveau, donc de l'ensemble des neurones, et les crises partielles qui partent d'une région limitée du cerveau mais qui peuvent se généraliser secondairement très rapidement. La distinction est obtenue par l'électroencéphalogramme et non pas par l'observation clinique qui peut être trompeuse. Donc l'électroencéphalogramme, qu'est-ce que c'est? Idéalement, on imaginerait la photo du milieu. Malheureusement, ça ressemble plutôt aux photos que j'ai mises en périphérie. Le plus souvent, c'est la photo de l'enfant, pour l'enfant en tout cas, avec des petites pastilles qu'on colle sur le crâne. Ça fait absolument pas mal, ça nécessite juste un bon shampoing derrière. On a ensuite des systèmes de casques un peu plus sophistiqués, avec plus ou moins d'électrodes suivant les choses qu'on veut enregistrer. L'EEG doit être réalisé dans des conditions techniques extrêmement rigoureuses, avec un tracé de veille et de sommeil en théorie, ou au moins de sieste. Il peut être associé à plusieurs autres manœuvres, notamment l'hyperpnée, c'est-à-dire faire respirer longtemps un enfant. On peut poser des électrodes sur des zones musculaires et le faire durer d'une façon variable. La moyenne, c'est de 1 heure à 1 heure et demie pour obtenir une sieste et une veille correcte. Ça peut être 24 heures lorsqu'on a besoin d'enregistrer une période prolongée, parfois plusieurs jours ou une semaine entière, en bilan pré-chirurgical notamment. On peut y associer de la vidéo et d'autres épreuves. L'interprétation n'est pas facile, notamment chez l'enfant, et peut nécessiter une relecture par des électrophysiologistes spécialisés. Il faut également savoir refaire un examen, notamment lorsqu'il est incomplet parce que l'enfant a bougé, parce que l'enfant n'a pas dormi, ou bien en cas de modification des symptômes. Je parle de l'enfant parce que je suis une pédiatre, mais ça vaut également chez l'adulte, excusez-moi. Donc qu'est-ce qui va nous apporter l'EEG? Il va nous permettre d'enregistrer les crises. Finalement, pas toujours et même assez rarement. Quand on a la chance de les avoir, on peut avoir leur point de départ au niveau cérébral. Est-ce que ça part plutôt en avant, plutôt en arrière, plutôt au milieu? La localisation et la diffusion. Est-ce que ça va se propager à l'ensemble du cerveau ou une partie du cerveau? L'analyse du tracé, même en l'absence de crise, est extrêmement utile. On appelle ça un tracé intercritique. Ça va refléter la maturation cérébrale, qui va être importante, mais également pouvoir nous apporter des signes indirects d'épilepsie. Un enfant qui va faire beaucoup de crises, habituellement, va avoir des signes sur son électroencéphalogramme qui vont rester et qui peuvent nous orienter, notamment en cas de lésion, vers un foyer épileptogène, vers un foyer qui produit plus d'électricité. Dans certains cas, il peut également nous aider sur le plan du diagnostic génétique. Lorsqu'on ne connaît pas la cause de la déficience intellectuelle, on a certaines situations où le tracé est très particulier et rien qu'en voyant l'aspect de l'électroencéphalogramme, on s'est dit « Oh, on va rechercher telle ou telle cause génétique ». C'est notamment le cas pour le syndrome d'Angelman et certaines anomalies comme le 4P-, le chromosome 20 en anneau. Je ne vous détaillerai pas tout. Je vais vous montrer quelques exemples de crises. Pas la crise généralisée que tout le monde connaît, mais des crises qui sont un petit peu plus difficiles à repérer parfois. Voilà déjà un cas d'épilepsie absence, avec un enfant qui va respirer profondément, c'est l'hyperpnée, et vous voyez apparaître sur le tracé à droite des points d'onde continus. Un enfant qui va être un petit peu hagard, qui mâchonne, il répond plus, il ne fait plus l'hyperpnée, il ne semble pas très confortable, il papille un petit peu des yeux. Ça dure quelques secondes, il reprend l'hyperpnée, ça redémarre, il se remet à remâchonner. Il est un petit peu absent, il ne répond plus du tout aux sollicitations. J'ai coupé la vidéo, mais on lui demandait poser des questions, il ne répondait pas. Et il reprend son activité tout à fait normale. Ça y est, il répond à la question qu'on est en train de lui poser. Un autre exemple de crise très récente, je suis désolée, je suis obligée de sortir du diaporama parce que la vidéo était trop lourde pour entrer dedans. Elle m'a été transmise par une famille. Donc c'est une petite puce qui faisait des malaises depuis quelques temps, qui était mal étiquetée, pas très bien repérée dans le centre où elle était. Les parents finissent par me la filmer. Et vous voyez qu'elle perd un petit peu, elle s'accroche à son papa, puis elle a perdu un petit peu l'équilibre, et elle se met à rire après. J'ai coupé le son, mais elle se met vraiment à rire très fort, de façon un petit peu inhabituelle. C'est une enfant qui a des troubles de communication par ailleurs, et hop, elle repart. C'est à nouveau une petite crise. Elle reprend sa phase d'agitation, un petit peu stéréotypée. Ça avait été dit par des manifestations comportementales. Elle va se réfugier dans les bras de son papa, probablement parce qu'elle n'est pas très confortable et qu'elle se sent mal à l'aise. Et elle va en refaire une. Et hop. Ça, c'est aussi une crise d'épilepsie. Alors, attendez.
Enfin, je vais vous montrer des crises partielles et des spasmes. Là, vous voyez un petit bébé qui va commencer par faire une crise partielle, donc qui va démarrer d'une certaine partie du cerveau. Là, c'est une vidéo qui m'a été transmise par le docteur Moutard et qui a été réalisée à Saint-Vincent-de-Paul par le docteur Plouin. Donc ce bébé commence à se réveiller alors qu'il dormait profondément, il ne se sent pas très confortable, il dévie la tête vers la gauche, il va étendre son bras gauche, il devient raide. Et vous voyez sur le tracé, là c'est la partie droite du cerveau qui va s'activer, fabriquer trop d'électricité. Et en même temps, ce bébé fait une crise, il est raide à droite et à gauche, il a ce qu'on appelle des clonies, c'est-à-dire des secousses rythmiques du membre qui vont durer quelques secondes. Ça va s'arrêter, ça reprend un petit peu. Le tracé est beaucoup plus plat qu'avant. Le cerveau est en train de récupérer, il fabrique moins d'électricité. Et hop, vous avez vu un spasme qui est apparu, qui était traduit par cette grande bouffée. Il va en faire un autre, une nouvelle bouffée. Et ça, ce sont des spasmes en flexion. Chez un enfant qui avait une lésion cérébrale et qui avait donc une association et de crise partielle et de spasmes en flexion. Un autre exemple beaucoup plus difficile à voir, chez un petit bébé trisomique qui était également enregistré pour des spasmes. Et là, vous allez avoir juste un enfant qui est réveillé, et qui va faire une secousse très brève. On a l'impression qu'il joue. En fait, l'enregistrement a permis de confirmer que c'était un tracé de syndrome de West. Il semble un petit peu inconfortable. Il va reprendre son activité et en refaire plusieurs à la suite. Donc juste un petit mot sur le syndrome de West, qu'on appelle aussi le syndrome des spasmes infantiles ou des spasmes en flexion, qui concerne des 0,3-0,5 pour 1000 enfants nouveau-nés. C'est une épilepsie qui survient généralement dans la première année de vie, donc qui concerne le nourrisson, très rarement le plus grand enfant. La cause génétique la plus fréquente responsable du syndrome de West est la sclérose tubereuse de Bonneville. On la retrouve également fréquemment chez l'enfant trisomique dans des chiffres qui sont estimés entre 2 et 5% des enfants. Pourquoi est-ce que je vous en parle un peu plus précisément? Parce que c'est un diagnostic qui est souvent fait tardivement, parce qu'on méconnaît les signes lorsqu'on n'y est pas alerté. À l'Institut, on a l'habitude de prévenir tous les parents de nourrissons, même si ça leur fait peur, du risque de syndrome de West, parce que celui-ci est mal connu de beaucoup de médecins. Pourquoi est-ce que c'est important de bien en avertir et de le prendre en charge tôt? Ce n'est pas une épilepsie qui a un risque vital, il a un risque cognitif. Plus on attend, notamment si on attend plus de 2 mois pour le prendre en charge, moins bonne va être la réponse au traitement et moins bon va être le développement intellectuel. On a un réel risque de dégradation intellectuelle avec une régression des acquisitions et d'apparition de troubles autistiques qui peuvent être extrêmement sévères. Le traitement est protocolisé au niveau national. On adopte à peu près tous le même type de traitement. Il est relativement agressif. On commence tous par le Sabril, qui marche particulièrement bien chez les enfants trisomiques, mais pas toujours dans les autres causes. Et on arrive assez vite à des traitements lourds par corticoïdes à très forte dose, voire en intramusculaire, ou à des régimes particuliers comme le régime cétogène, qui est un régime à base de graisse et de protéines, qui exclut tout sucre et qui va permettre parfois de résoudre certaines situations très compliquées. Si on revient à l'épilepsie en général, en quelques chiffres, on se rend compte que c'est la pathologie chronique la plus fréquente après la migraine. 5% de la population a fait au moins une convulsion dans sa vie, ce qui est énorme. On estime le nombre d'épileptiques entre 300 et 500 000 en France, et la prévalence chez les enfants scolarisés entre 5 et 7 pour 1000. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans le cadre de la maladie rare. Si on prend les déficiences intellectuelles, j'ai pointé 2 études, une israélienne et une japonaise, qui ont étudié environ 300 enfants chacune, 300 adultes plutôt pas chacune, et qui ont retrouvé un taux d'épilepsie chez des adultes en institution d'environ 30%, entre 28 et 34%. L'étude japonaise était très intéressante parce que si on s'intéresse au niveau de retard, on remarque que plus le retard est léger, moins l'épilepsie est fréquente. Pour rappel, c'était quand même une étude, on ne différenciait pas les causes, c'est toutes causes confondues. Et donc, plus le retard est profond, plus on peut se dire qu'on a peut-être des lésions cérébrales ou des pathologies génétiques graves qui font que l'épilepsie est fréquente. Si on s'intéresse à l'autisme, l'épilepsie est beaucoup moins fiable dans ces chiffres, c'est entre 5 et 40% suivant les études, tout simplement parce qu'on parle d'autisme pour tout un tas d'enfants qui ont soit un autisme pur sans déficience intellectuelle ou avec un autisme de haut niveau comme le syndrome d'Asperger, où là le pourcentage d'épilepsie est quasiment un peu plus élevé que la population générale, mais pas beaucoup. Et quand on prend les psychoses désintégratives de l'enfance, là par contre l'épilepsie concerne 77% des patients, ce qui est absolument énorme. Si on s'intéresse aux aberrations chromosomiques, 8 sont associées à de l'épilepsie de façon très spécifique. Mais quasiment 400 autres ont une épilepsie bien accrue par rapport à la population générale. Il faudrait prendre chaque cause individuelle pour bien détailler. Il peut être important de connaître la cause génétique sous-jacente à la déficience intellectuelle parce qu'on sait que certaines maladies répondent plus ou moins bien à certains traitements ou au contraire peuvent être aggravées par d'autres.
En reprenant 4 causes relativement fréquentes, le syndrome d'X fragile, donc déficience intellectuelle liée à l'X concernant le garçon essentiellement. Dans 20 à 25% des cas, on a une épilepsie qui débute généralement dans l'enfance, qui est peu sévère, essentiellement des crises partielles qui nous embêtent rarement. La trisomie 21, le pourcentage d'épilepsie augmente avec l'âge. Il est estimé à 1,4% chez les nourrissons et le petit enfant, ce qui est à peine plus que la population générale. Il s'agit essentiellement de syndrome de West ou de crises réflexes qui sont provoquées par le bruit, par la lumière. Par contre, après 35 ans, il concerne 12% des patients environ. Et il y a une forme que nous redoutons particulièrement, c'est l'épilepsie myoclonique sénile qui s'associe avec des crises généralisées et des petites secousses des mains et qui est fréquemment associée à une démence de type Alzheimer et qui annonce souvent une dégradation globale de l'enfance que Mme Rétoré appelle le mauvais tournant. Si on s'intéresse à d'autres causes génétiques, on voit que l'épilepsie est parfois beaucoup plus embêtante, notamment dans le syndrome de Rett, où ça concerne 90% des filles qui en sont atteintes, qui ont un trouble autistique un petit peu particulier. La lysencéphalie, une malformation cérébrale parfois d'origine génétique grave, avec un cerveau qui a un aspect lisse à l'IRM. L'épilepsie est alors constante, dans 100% des cas associée à un polyhandicap, et elle a la particularité d'être extrêmement pharmacorésistante. Alors, le retentissement intellectuel de l'épilepsie, il est souvent craint ou méconnu dans le cadre de la déficience intellectuelle. On la connaît bien chez les enfants qui n'ont pas de déficience intellectuelle. On sait qu'ils ont plus de troubles de la mémoire, plus de troubles de l'attention, de l'agitation, et qu'ils se débrouillent mieux sur le plan verbal que sur le plan performance quand on les teste par les tests neuropsychologiques que font les psychologues. Chez l'enfant ayant un handicap préalable, l'évaluation est beaucoup plus difficile puisqu'il y a un handicap initial qui change un petit peu la donne. Il est certain par contre que c'est un handicap surajouté qui peut aggraver les troubles d'apprentissage. L'épilepsie est également beaucoup plus pharmacorésistante et donc nécessite souvent des traitements plus lourds avec des associations de médicaments qui eux-mêmes jouent sur l'attention et la concentration. On va y revenir. Les enfants qui ont un handicap préalable ont également une fréquence accrue de syndromes épileptiques qui sont à risque pour le développement intellectuel, avec un risque de régression ou de stagnation. On a déjà parlé du syndrome de West, mais on peut également parler du syndrome de Lennox-Gastaut, qui est une association de crise un petit peu atonique, comme vous avez vu sur la vidéo précédente, et également de chutes qui peuvent être extrêmement traumatiques. Le retentissement intellectuel des antiépileptiques, il est réel, mais il est par contre surestimé. Il y a souvent un effet également sur l'attention, la mémorisation, l'hyperkinésie, l'agressivité. Vous voyez que c'est des signes qu'on voit également dans l'épilepsie non traitée. Il faut savoir que ce retentissement est variable d'un enfant à l'autre, d'un moment de la vie à l'autre. Un traitement peut être toléré un moment et moins à l'autre. Les effets secondaires sont souvent transitoires, notamment pour tout ce qui est prise alimentaire et prise de poids dont vous a parlé Clotilde Mircher tout à l'heure. Elle est également fonction du traitement. Plus on met de médicaments, plus il y a d'effets secondaires. Les nouveaux antiépileptiques, la dépakine, le Tegretol, sont globalement bien tolérés et n'ont quasiment pas d'effet, notamment lorsqu'ils sont en monothérapie, c'est-à-dire tout seuls. Et les médicaments comme le Dihidan et le Gardénal, qui étaient utilisés autrefois, ne sont réservés maintenant qu'aux situations d'urgence ou aux épilepsies particulièrement rebelles, car eux, ils ont clairement un effet cognitif très important. Donc avant d'introduire un traitement, on pèse toujours l'avantage risque-bénéfice. C'est un traitement qu'on met en place généralement pour au moins 2 ans, donc ce n'est pas 3 mois de traitement. On modifie le traitement progressivement, il faut se donner le temps d'évaluer l'efficacité du traitement ou sa non-efficacité, au minimum 1 mois. Le traitement n'est pas systématique non plus. On peut tout à fait accepter de ne pas traiter un enfant qui fait peu de crises, des crises rares ou des crises qui sont peu sévères avec un EEG qui est bien. Il est également en fonction de la cause génétique sous-jacente. Si on est en présence d'une enfant qui a une épilepsie extrêmement invalidante et qui fait des crises tous les jours, on ne va pas forcément avoir une escalade thérapeutique pour essayer d'arrêter totalement les crises. On va essayer de les limiter pour que le sommeil soit de bonne qualité, que la vie quotidienne soit simple, qu'il n'y ait pas de chute traumatique. Mais en accord avec les parents, on peut garder quelques crises. Et les parents ont un rôle important. Ils peuvent nous apporter un carnet de crise comme un carnet de poids. Et ils peuvent également nous alerter s'il y a une modification des apprentissages, du comportement. Et on peut s'aider sur le plan objectif par l'électroencéphalogramme ou les évaluations par les psychologues. Un tout petit mot sur le traitement chirurgical qui reste rare, mais qui peut être proposé dans les cas de crise partielle rebelle, notamment avec des malformations ou des lésions, lorsqu'il y a des chutes. On peut également parler du stimulateur du nerf vague, dont on parle de temps en temps dans les médias, qui est un système récent qui permet de diminuer le nombre de crises, mais non pas de les guérir, et qui est réservé aux épilepsies très rebelles pharmacorésistantes. Dans tous les cas, le processus chirurgical est très long. Donc, quelques règles sous peine de favoriser la récidive de crise. Il ne faut pas oublier son traitement, ne pas l'arrêter brutalement, ne pas modifier son traitement sans accord médical préalable. Si vous arrêtez votre traitement, que vous le modifiez, vous pouvez induire des crises qui ne vont pas à nouveau céder, même si vous reprenez le traitement antérieur.
on peut aboutir à des états de mal dramatiques. Donc il faut essayer de le prendre également à heure régulière, essayer de ne pas manquer de sommeil, ça peut favoriser les crises, et prévenir aussi des interactions médicamenteuses. Avec les médicaments de parapharmacie qui peuvent autant avoir une influence, l'alcool et les drogues différentes, mais c'est un peu moins le cas chez les personnes qui sont déficientes intellectuelles. Enfin, juste un tout petit mot sur la contraception orale. Ne pas oublier de bien prévenir le médecin traitant qu'une une jeune fille a un traitement antiépileptique, parce que ça baisse l'efficacité de la contraception orale. Deux petits mots pratiques. Que faire en cas de crise ? Ne jamais mettre d'objets entre les dents, notamment pas les doigts. On ne risque pas d'avaler sa langue. Les enfants font parfois, ou les adultes font parfois des cyanoses, mais c'est dû à un spasme réflexe et non pas à une langue qui bascule en arrière. Vous risquez juste de vous faire mordre les mains. On a tous d'expériences de mamans qui ont fini aux urgences plastiques avec des doigts en très mauvais état. La mâchoire est le muscle le plus fort de notre corps. Donc ne mettez pas vos doigts, ne mettez pas d'objets, pas de bouchons, pas de cuillère entre les dents. Par contre, vous pouvez mettre la personne en position latérale de sécurité. Comme ça, si jamais elle vomit en fin de crise, elle ne va pas avaler ses vomissements dans les poumons. Et habituellement, les crises sont courtes. Si elles sont plus longues, votre médecin, normalement, vous donne un traitement pour les faire céder plus vite et des consignes. Le retentissement social de l'épilepsie est important. Il déclenche de l'angoisse, des modifications de la vie quotidienne. Beaucoup d'enfants ou d'adultes ne dorment plus seuls. Il y a beaucoup d'interdits, souvent injustifiés, qui sont mis en place, qui aggravent l'isolement social et la perte de confiance. Enfin, l'image de l'épilepsie reste très péjorative dans la société, malgré sa fréquence. Et les associations pour l'épilepsie ont un rôle d'information et de prévention à l'heure actuelle qui est absolument majeur et très utile. C'est la dernière slide. Oui, c'est la dernière. 2 points, lutte contre les préjugés. Ne me demandez pas de faire des prescriptions de non-jeux vidéo, ça sera sans retour. Les jeux vidéo ne sont pas contre-indiqués, sauf des cas extrêmement particuliers et très rares. C'est aux parents de mettre des limites. Les seuls sports interdits sont la natation sans surveillance en haute mer, l'escalade sans harnais, la plongée sous-marine, le saut en parachute. Donc c'est pareil, pas de restriction de sport, pas de restriction de piscine en IME. Ah, c'était pas la dernière. Voilà. Et le risque vital est extrêmement rare et finalement essentiellement dû à la cause de la maladie. Et à l'heure actuelle, il y a une étude en cours pour essayer d'analyser tous les cas de mort subite chez les patients épileptiques pour essayer de trouver la cause particulière. Voilà, je voulais remercier les organisateurs des JIJL, les familles, les enfants, le docteur Moutard qui m'a passé les vidéos, Diane et ses parents qui m'ont également bien aidé, et puis toute l'aide informatique que j'ai eue récemment pour les insérer dans le diaporama.